Allez, c'est parti. Du coup, on est parti donc pour cette analyse de semaine et après on verra un peu, comme d'hab, la semaine qui l'état psychologique dans lequel est le marché, pourquoi on évolue, pourquoi le marché évolue comme ça, avant de regarder un petit peu les graphiques. Donc du coup, cette semaine, on peut noter le 24. Le 24, on peut noter indice d'activité nationale, fête de Chicago, 14h30. Bon, fête de Chicago, c'est une fête qui est assez manufacturière, hein, qui est l'utilisation des capacités 15h15. Production industrielle, bof. Manufacturier, ouais, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent lundi, pour pas dire rien. Voilà, donc lundi, on n'aura rien. Mardi 25. Le chiffre ADP de la semaine de l'emploi de la semaine, donc mardi 14h15, le chiffre ADP de la semaine. On aura après le prix à production à 14h30, donc ça on peut se le mettre aussi. Donc, mais par rapport à l'inflation, ça peut être intéressant. Les ventes au détail à 14h30 aussi. Le Redbook, papapam. Ici, confiance des consommateurs. Tiens, ça va être un peu plus intéressant. Confiance des consommateurs noyée dans la bougie de 16 heures, mais à surveiller, à regarder dans le... Confiance des consommateurs. Tac, tac, tac. 18h, GDP d'Atlanta, deuxième trimestre. 18h, GDP Atlanta. Et on aura après à 19h, T-Note. 5 ans à 19h. Voilà pour mardi, mercredi. Oh, ah oui, jeudi c'est férié. Et oui, jeudi c'est férié, vendredi aussi. Donc c'est vrai. Donc du coup, on aura les chiffres du chômage qui vont tomber mercredi. Alors ça, ok, c'est vrai. J'avais oublié que c'était Thanksgiving. Demi-journée vendredi. Ouais. Bon, mais demi-journée, c'est comme si tu n'avais pas de journée. Hein. Oui. Il faut se la prendre et voilà, hein, basta. Hein. Ah ouais? Bah oui, hein, c'est le mieux. Moi, je traderai ni l'un ni l'autre. Hein. C'est Thanksgiving, il y aura la moitié. Le marché sera. La plupart des traders sont chez eux. Hein. Ils auront eu le jeudi de férié, ils auront posé le vendredi. Ils ont jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils reviennent lundi. Hein. Terminé. Donc, 14h30, on aura du coup la stat du chômage. Thanksgiving qui arrive cette semaine. Donc, et d'ailleurs, on va voir, on en parlera un peu. On va avoir le PCE du coup, le PCE Core, le PIB trimestriel, 14h30 aussi. Plus PIB du trimestre, donc qui sera révisé par la suite, hein, on le sait. Commande bien durable, inscription au chômage, donc PCE Core 16 heures. Indice des prix à la consommation. Voilà, le PCE à 16 heures. Il faudrait faire très attention à ça. Hein. Surtout ne pas être en position, même bas sur le graphique ou haut. Pas de bêtises. 19h, le T-Note 7 ans. Beige Book à 20h. Grosse journée du coup, hein, le mercredi.
Beige Book, bon, on ne devrait pas apprendre grand chose dans le Beige Book parce que tout a été dit déjà cette semaine. Et le T-Note, 7 ans à 19h. Grosse semaine, enfin grosse journée mercredi, surtout qu'on n'aura rien eu lundi, quasiment rien mardi. Donc mercredi, journée décisive, puis Thanksgiving, puis rien vendredi, c'est pareil, Thanksgiving aussi. Donc puis rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain. Ok, ben c'est noté. On a tout noté. Faites très attention. 16h le PCE Core, 16h mercredi. Si vous devez noter quelque chose en grand, en rouge, en gros, en capital, c'est ça. Ça va tomber pendant marché ouvert. Donc faites très attention de ne pas vous le prendre en pleine tête. Parce que là, ça peut être vraiment une balle très rapide. Il faut être ni au-dessus ni en dessous. On est nulle part. Il ne faut pas y être. Il faut le laisser et voir venir. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur... On va commencer avec donc... On va commencer donc du coup avec le VIX, des catalyseurs macro. Je ne sais pas s'il y a des questions là par rapport au calendrier économique avant qu'on passe à la macro peut-être, mais je pense qu'on est bon. Une fois, l'adjudication à 52 semaines, elle était tombée à 17h30 et ça avait bougé de 100 points. C'est pas possible que ça fasse pareil aujourd'hui, cette semaine. Mais c'était pas à cause de ça que ça avait dû bouger. Mais c'était à 17h30 que tu m'avais dit c'est possible que ce soit les Européens qui aient fermé et ça en même temps. Alors moi je l'ai noté, c'est pour ça que je demandais. C'est tout. À part ça, j'ai pas de questions. Ouais. Non, là, le 52 semaines, il n'y a pas de raison qui me bouge. D'accord. De toute façon, il tombe quel jour, le 52 semaines? Mardi. Mardi, bon, quoi qu'il y a rien avant. Mais... Il y a un petit note 5 ans à 19h, donc ça m'étonnerait que... D'accord. Bon. Donc, au niveau macro, les catalyseurs macro ramènent de la volatilité sur le marché. Ça va être... c'est pour ça, d'où ce titre, qu'enfin la macro rattrape le marché, quelque chose comme ça, je vous ai mis en titre, je ne sais plus trop exactement, mais en gros, tout ça pour vous dire que donc c'est cool, on a enfin des catalyseurs donc macroéconomiques qui ramènent de la volatilité sur les marchés, donc entre mauvaises nouvelles sur l'économie américaine, le PIB notamment, mauvaises nouvelles sur l'emploi qui se dégrade et une euphorie un peu sur la tech, donc qui se tempère un peu également. Ça nous a créé d'ailleurs également jeudi, suite à la publication des résultats de la veille sur Nvidia, un sacré river sale qu'on appelle, donc c'est-à-dire on voit que ici le marché était redescendu, vous voyez, à 19, quasiment 18 de volatilité et que d'un seul coup, donc c'est-à-dire que ça veut dire que le marché montait plutôt bien et que d'un seul coup, il a fini plutôt la journée en fait complètement en haut à plus de 28. Donc il a fait un effet de bull trap, tout simplement. Il est parti en pleine hausse. Il a atteint en plus une zone que nous avions vue, que nous avions identifiée, dont nous avions parlé il y a quelques temps déjà. On s'en était protégé il y a 15 jours, tout simplement. Donc, la semaine juste avant la semaine dernière, cette semaine plutôt, cette semaine qui vient de passer. Donc, la semaine avant, on avait dit qu'il ne fallait pas trader de 25 250 à 25 325, ni à l'achat ni à la vente. Et puis on a bien vu que c'est sur cette zone qu'il a rendu et qu'il a fait le bull trap, donc c'est-à-dire qu'il s'est complètement retourné et que il est revenu sur des points plus bas encore. Comment interpréter ça? C'est ce qu'on va regarder ensemble, donc, et donc surtout l'effet de risk-off en fait dont on a parlé la semaine dernière qui s'est appliqué. C'est-à-dire que tous les actifs à risque, comme par exemple le Bitcoin aussi notamment,
sont en train de fondre ou de corriger assez fortement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée ceci, ça crée que sur l'obligation, par contre, américaine, on a une évolution baissière de l'évolution de l'obligation américaine, avec quand même, vous voyez ici, un petit décrochage, entre guillemets, hein, bien sûr, que décrochage, rien de grave, mais de 2,5% à peu près sur la semaine, puisqu'on a connu un 4,15 en point haut et qu'on est allé même jusqu'à 4,05, donc dans les 2 et quelques pourcents de décrochage sur la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce dont on parlait la semaine dernière. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 3 choses à contrôler et à regarder. C'est que ben, si on a les actions qui baissent, que l'on a le VIX qui monte, qui grimpe, comme on l'a ici, on peut le voir, et qu'on a au milieu de ça du taux 10 ans qui, lui, est en baisse, ça veut dire que en plus de juste être dans un effet de juste prendre des bénéfices sur les actions, on rentre réellement dans une sensation de marché plutôt de risque off, hein, donc de retrait du risque, ce qui veut dire qu'on se tourne plutôt vers quelque chose qui est un peu plus garanti, quelque chose qui a un meilleur prix, qui a un meilleur rendement, et donc on se tourne vers les obligations américaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions américaines, elles évoluent différemment les obligations américaines évoluent différemment des actions américaines, puisque plus on va avoir de personnes qui vont demander, qui vont être demandeurs, offrir au gouvernement américain la possibilité de lui prêter de l'argent, plus le taux auquel on va prêter au gouvernement va baisser, forcément. Et donc, si on a de plus en plus de monde qui vient prêter et donc on a un taux d'obligation qui baisse, en même temps que des actions qui baissent, ça veut dire qu'on est sur un changement, en fait, on est plutôt sur un changement de rotation sectorielle, hein, et donc on quitte les actions pour venir sur l'obligation. Donc on enlève ces billes du marché. On t'a perdu. Ah bon? Là, ça revient. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire ça quand en même temps que pour protéger en même temps c'est cette baisse que l'on a sur l'actif, sur les actions, on vient acheter du VIX, on vient acheter une couverture, ici l'indice VIX, donc le VIX qui est une couverture à la baisse, hein, tout simplement. Donc c'est une cotation que l'on utilise qui sert de couverture pour se protéger de baisse sur les actions. C'est-à-dire qu'on va considérer que quand le marché baisse, quand le marché action baisse, le VIX, lui, monte, puisque cela amène de la volatilité. VIX, c'est pour Volatility Index, et donc ça amène de la volatilité sur les marchés. Et donc, plus cette volatilité va monter, c'est plus cet indice est une couverture. Et donc, pour accepter la baisse et la perte d'argent de dollars que l'on aura sur ces actions, on vient acheter ici du VIX, et si on l'achète là et qu'on le revend ici, eh ben on va gagner ça, et ce qui va combler la perte en dollars sur la valeur des actions. Donc, on voit bien qu'on a les 3 éléments qui sont réunis, des actions en baisse, un VIX en hausse et des obligations en baisse également. Donc, on a bien je retire mes billes du marché action, ce que j'ai retiré, je le mets dans l'obligataire, et la poche d'action que j'ai conservée, comme elle va être exposée à une baisse due aussi à mes ventes, hein, comme aux ventes des autres, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du VIX pour couvrir cette baisse et pour finir étal. Voilà ce qui se passe dans l'effet de risk-off. Pourquoi ce risk-off d'ailleurs aussi, et je sais pas ce qu'il y a, on fait que te perdre, à part que mais on fait que te perdre. On n'entend rien.
Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est bon là? Je pense que c'est parce que tout à l'heure j'ai touché mon micro et donc Perso, oui. Là, maintenant, ça va. ouais, Pour moi, oui. Les autres, c'est à je sais cause de pas. ça, je pense. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que, il y a un élément nouveau, par rapport à la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait vu ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé, hein, justement de surveiller l'évolution du 10 ans américain, que si le 10 ans américain baissait et que les actions baissaient aussi, attention, ça voulait dire que les gros poissons se retiraient du marché action. Et on avait regardé le CME. Le CME, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est le CME, on le sait, c'est l'attente du marché vis-à-vis d'une baisse de taux. Et là, qu'est-ce qu'on pouvait conclure la semaine dernière? Ici, regardez, il y a une semaine, on avait 55% des personnes qui pensaient qu'on allait avoir le même taux que et donc, ils ne s'attendaient pas à la prochaine réunion de la Fed le 10 décembre. Hein, le 10 décembre, je vous rappelle que ce sera la journée et l'après-midi ensemble et la soirée. Donc le 10 décembre, ils ne s'attendaient pas à une baisse de taux. Donc on avait 55% du marché qui ne s'attendait pas à une baisse de taux. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché. Hop, on a complètement eu une inversion là-dedans. Et normalement, qu'est-ce qui doit se passer quand les personnes, quand le marché se met à croire en une baisse de taux? On devrait avoir quoi sur le marché si on croit à une baisse de taux? Devrait grimper. Ça devrait grimper. Merci Michel. Heureusement que tu es là. Donc, ça devrait grimper si on croit à une baisse de taux. Est-ce que ça a grimpé, Michel, cette semaine? Est-ce que tu as eu la sensation que Non, le marché grimpait? non. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir comme ça, la semaine dernière, un marché baissier? Parce qu'on passe de, il y a un mois, 91% des gens qui pensaient qu'on allait avoir une baisse de taux et finalement, finir la semaine dernière avec 55% qui pensent que l'on n'en aura pas, et donc un marché qui baissait depuis tout ce temps, et là un marché qui continue de baisser, mais finalement un marché qui croit et qui espère la baisse de taux malgré tout et qui baisse. Alors pourquoi ce marché pourrait baisser alors qu'il espère la baisse de taux du coup? Là, c'est justement ce qui est intéressant. Hein. Donc on a une Fed qui, on attend, on est dans l'attente d'une Fed qui baisse des taux, mais on n'a pas un marché qui retrouve des sommets ou qui repart ne serait-ce qu'un peu à la hausse du moins. Donc il y a une stat qui est sortie et c'est une stat qui a quand même fait jaser les marchés cette semaine, hein, qui a surpris un petit peu, qui a bousculé un petit peu tout le monde et qui, qui qui interroge quand même, je trouve, et qui est très, comment dire, qui marque vraiment les esprits, mais qui est très, qui parle beaucoup d'elle-même, c'est que 10% des plus riches américains, donc 10% des Américains les plus riches, ok, représentent 50% de la consommation américaine. Oh, ben, Ok, je vous le refais, donc les 10% les plus riches des Américains, donc c'est tout ce qui est au-dessus de 250 000 dollars, il me semble que c'était la limite, représente 50% de la consommation américaine. Et comment ils peuvent représenter du coup les 50% de la consommation? C'est ça qui est aussi interrogé. Et ça signifie quand même qu'il y a dans cette disparité, dans cet écart qu'il y a entre les catégories socio-professionnelles, il y a une résilience qui est complètement différente face à l'inflation, à la consommation, etc. Et donc, en fait, ben, ça veut dire qu'on a une poche de la population qui souffre énormément de l'inflation et de l'état de l'emploi, et on en a une autre qui, ben, quand on a 3% d'inflation, si on fait partie des 10% les plus riches, vous avez bien compris que ça ne nous empêche pas de dormir la nuit. On est d'accord. Et c'est cette poche-là, cette catégorie-là de 10% qui représente 50% de la consommation. Ça veut dire qu'il y en a 90% qui, eux, par contre, souffrent de cette inflation et perdent confiance dans la consommation, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que des fois on a des indices de confiance du consommateur qui sont pas si bons que ça et qui peuvent quand même n'empêchent pas quand même les entreprises d'avoir des bons résultats. Alors pourquoi? Euh, on voit aussi que dans certains sondages, la classe sociale la moins aisée, hein, notamment,
Donc, elle tire la langue, hein, comme on pourrait dire, et surtout, au niveau un peu politique, elle trouve pour responsable du shutdown, elle trouve plus responsable la majorité, hein, donc les républicains qui sont plus responsables du shutdown que les démocrates. Et donc là, c'est la politique qui vient s'inviter au milieu un petit peu de l'économie. C'est un peu la surprise, on va dire, la différence, si on peut dire, des Américains. Et d'ailleurs, on a vu un vent un peu de propositions, hein, de la part de l'administration Trump, avec des marches arrière sur certaines taxes. On en parlait la semaine dernière, sur tout ce qui était un petit peu alimentaire, des bananes, des choses comme ça que l'Amérique ne peut pas produire en assez grande quantité pour fournir le pays. Et aussi des propositions d'aide pour débloquer 2000 $ à chaque Américain, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le gouvernement, les politiques qui se mettent un petit peu, qui cherchent, hein, en fait, à trouver des solutions pour aider un petit peu cette classe sociale la moins, au moins du ventre mou, si c'est pas, puisque en fait, finalement, les 10% les plus riches, eux, peuvent largement supporter. On a eu des stats aussi sur l'emploi qui sont sortis cette semaine, des stats qui étaient pas mauvaises, hein, honnêtement, notamment sur les créations d'emplois, mais ces stats-là qui sont sortis, on va le regarder. Tiens, je vais remettre, je sais pas. Hop, oui. Donc ces stats-là qui sont sortis, qui, notamment sur la création d'emplois, étaient plutôt, qui n'étaient pas mauvaises, voilà, pas mauvaises, et sauf que elles sont un petit peu vieilles, ces stats-là. On parle de stats du mois de septembre. Oui, oui, on est bien sûr des stats qui ont été sortis au mois de septembre. Et donc, comment un petit peu interpréter, donc c'était jeudi après les résultats de Nvidia, vous voyez, regardez, ici, hop, on a une baisse du nombre d'allocations réguliers de l'allocation au chômage. On a ici des inscriptions au chômage hebdo qui sont, vous voyez, en moyenne mobile plus baissière. On n'était pas trop mal, honnêtement dans ces chiffres-là, hein, qui cumulaient, puisque là ils ont sorti d'un seul coup, vous voyez, le, le, le bloc de septembre, donc toutes les stats de septembre. On a un salaire moyen aussi horaire qui est en baisse mensuelle sur septembre, mais tout ça, ça reste du septembre. Donc, elles étaient un peu poussiéreuses, si on peut dire, hein, ces données. Et donc, surtout qu'entre-temps, on avait un petit peu eu des stats qui ont été présentés par des cabinets privés. Et au milieu de ces stats-là qui ont été présentés la semaine dernière par le gouvernement, il y a eu quand même une correction des stats du mois d'avant. Vous savez que c'est toujours comme ça. Quand ils publient le nouveau chiffre, ils corrigent celui de la semaine d'avant. Et donc là, ben, comme quand même on était sur le shutdown le plus long de l'histoire, on a eu du temps avant d'avoir la correction. Et donc, on avait une correction de 30 000 emplois sur le chiffre précédent. Et donc, sachant que les datas privées de ADP ou Challenger du mois d'octobre, eux, même si elles sont privées, elles étaient quand même plus fraîches et elles étaient moins bonnes, tout simplement. Donc, en fait, l'emploi continue de se dégrader. Et l'évolution, elle, des salaires, vous le voyez, elle continue aussi de pas aller dans le bon sens, de ralentir, de pas suivre, on va dire, le rythme annuel qu'il faudrait. Et on prend donc, finalement, on commence à continuer à se poser des questions par rapport à l'emploi. Et donc, c'est ça qui amène cette volonté ou cette croyance de la part du marché que la Fed puisse baisser ses taux, hein, puisqu'on le sait, la Fed a deux mandats, le mandat emploi et le mandat inflation. Donc, si on n'a pas de chiffres, beaucoup de chiffres sur l'inflation depuis, puisque ben, forcément, hein, on était sur un shutdown, je rappelle encore, le plus long shutdown de l'histoire, ben forcément, on a eu là les chiffres de l'emploi qui, eux, redistribuent quand même un petit peu les cartes et font se poser des questions, parce que si la Fed veut pouvoir redynamiser tout ça, redynamiser cette économie, il va falloir qu'elle intervienne. Et pourquoi elle devrait vouloir aussi redynamiser tout ça, c'est que sur les chiffres qui étaient plus près, les créations d'emplois, donc comme je disais, hein, elles ont surpris, ok, mais il y a aussi un nombre qui a surveillé et qui
fait se poser des questions un petit peu pour le marché et donc notamment pour la Fed, c'est que le nombre d'inscrits durables, hein, donc le nombre d'inscrits durables, c'est les personnes qui sont inscrites au chômage de manière régulière, on va dire, chaque semaine, qui perçoivent le chômage chaque semaine pendant au moins 3, 4 semaines, un mois, un peu plus d'un mois. Et donc, elles sont remontées, ce nombre d'inscrits comme ça réguliers, hein, continu, est remonté à son plus haut niveau depuis 4 ans, donc depuis 2021. OK? 2021, justement, c'est le moment où on a eu le plus après d'inflation qui s'en est suivi. Donc, c'est pour ça que le marché pense qu'il va falloir que la Fed intervienne, sauf que le BLS, le Bureau d'études publiques qui publie ses rapports sur l'emploi, ils ont déjà annoncé que les rapports plus récents seraient communiqués, mais ils seraient communiqués après la réunion de la Fed de décembre et pas avant. Alors que normalement, ils auraient dû être communiqués avant. Mais comme on sort du shutdown, on va devoir rattraper le retard. Donc là, on vient d'avoir septembre. Octobre, ils ont dit qu'on ne l'aura jamais. Ça, c'est fait. On le sait, on ne l'aura jamais. Et les rapports de novembre vont commencer à être publiés, mais le rapport qui nous intéresse de fin novembre, début décembre, lui arrivera finalement après la réunion de la Fed. Donc, la Fed va devoir se réunir avec comme information que l'inflation, elle est collante. Ça, c'est ce qu'on avait au mois de août-septembre. C'était là où on en était resté. Et que l'emploi se dégrade, mais on ne sait pas vraiment à quel point il peut se dégrader et comment la Fed peut intervenir là-dessus, même si elle nous dit qu'elle a quand même des chiffres au milieu qui puissent passer et elle a quand même d'autres sources d'informations. Reste que on est quand même inquiet ou que le marché quand même s'inquiète de qu'est-ce que va pouvoir faire la Fed. Donc une Fed avec une attente maintenant dorénavant de baisse de taux, mais pas un marché qui retrouve donc ces sommets ou qui retrouve une tendance haussière. Et pourquoi aussi ce marché il pourrait ne pas retrouver une tendance haussière malgré la baisse de taux? C'est un petit peu son inquiétude qu'il a, l'inquiétude macro, l'inquiétude de l'économie américaine. Et on a le conseiller à l'économie de la Maison-Blanche, hein, donc le conseiller de l'administration Trump, conseiller à l'économie, Kevin Hassett, qui a plusieurs fois communiqué un petit peu justement sur l'impact de ce shutdown, le plus long shutdown de l'histoire américaine, qui ouvrez les guillemets, il a déclaré, ouvrez les guillemets, le shutdown a eu un impact négatif bien plus important qu'attendu et il faudra attendre décembre pour commencer à avoir une reprise. Donc, ça veut dire qu'il est en train de nous préparer à ce que le shutdown ait eu un impact sur l'économie qui soit plus grave qu'attendu. Le shutdown, il a eu lieu sur octobre et novembre. Et il nous explique donc qu'il faudra attendre décembre pour voir du mieux, mais que la Fed va se réunir en décembre sans avoir les informations de ce potentiel mieux. Donc, c'est quand même inquiétant pour le marché. Et donc, le marché se dit, ben ouais, en même temps, est-ce que ce serait le rôle de Kevin Hassett de passer à la télé et de nous dire la même phrase en disant le shutdown a eu un impact négatif bien plus important qu'attendu et en décembre, ça va être la merde aussi. En gros, il ne pourrait pas nous dire ça, vous avez bien compris. Donc, il est obligé de nous dire que déjà, c'est pas facile, que sur octobre-novembre, c'est le shutdown qui leur a fait mal, et il ne peut pas dire, et en décembre, comme on est des tromblons et qu'on s'est mis des bâtons dans les roues, en décembre, ça ira pas mieux. Voilà, donc il est obligé de dire il faudra attendre décembre pour commencer à voir une reprise. Donc il dit même pas en décembre on va rattraper le retard. Il dit en décembre on va voir une reprise. Voilà, y penser quoi. On va commencer à y penser. Donc je trouve que vraiment ce discours de Kevin Hassett, il laisse vraiment perplexe. Surtout que Kevin Hassett, c'est quand même donc, je vous le redis, hein, c'est quand même le conseiller
économique de la Maison-Blanche, et c'est aussi normalement quelqu'un de très optimiste, hein, comme toute l'administration de Trump d'ailleurs. Mais là, il est pour le coup transparent et il explique qu'il y a des risques économiques, hein. Et il nous a aussi, donc, quand il explique ces risques économiques, il a aussi rajouté une phrase, ouvrez les guillemets, qu'une réunion a eu lieu avec les CEO des compagnies aériennes, car elles n'ont pas observé un niveau normal de réservation pour les fêtes. Donc, je vous le refais, comme il est, pas mal, il est fort, hein, ça c'est de l'administration Trump à plein nez. Donc, le shutdown a eu un impact négatif bien plus important qu'attendu. Il faudra attendre décembre pour commencer à voir une reprise. Une réunion a eu lieu avec les CEO des compagnies aériennes car elles n'ont pas observé un niveau normal de réservation pour les fêtes. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est les fêtes chez vous, mais chez moi, les fêtes, c'est plutôt au mois de décembre. Donc, soit il nous prend pour des cons et il nous explique que du coup, en décembre, ben, on ne verra pas de reprise puisque les compagnies aériennes, elles ont déjà prévenu qu'elles n'avaient pas de niveau normal de réservation. Soit il nous prend pour des cons parce que lui, il ne fait pas la fête au même moment que nous. Mais je pense que là, il se double protège. Donc, je sais que forcément, je fais exprès un petit peu de jouer sur le côté ironique, mais bien sûr qu'il y a Thanksgiving, et c'était essentiellement de Thanksgiving et du Black Friday qui va suivre, dont parlait Kevin Hassett, puisqu'on sait que aux États-Unis, c'est normalement le moment qui marque le démarrage du rallye haussier de fin d'année, hein. Historiquement, on a souvent un rallye haussier qui s'ensuit. Là, il semblerait que cette année, il va falloir calmer, et où je serais très surpris que l'on ait le potentiel d'un rallye haussier, parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se poser les bonnes questions sur quoi on monte, hein. J'ai du monde qui m'écrit toute la semaine en disant oh là là, ça descend, on a encore perdu 300 points, 400 points, 500 points, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça descend? Bizarrement, quand ça monte de 300 points, vous ne m'écrivez pas pour me dire mais pourquoi ça monte, hein. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné qu'on essaye juste de se dire ben, pourquoi on est monté si haut, en fait. Pourquoi, sur quelle base, en fait, on montait, pourquoi? Techniquement, c'était quoi qui nous faisait monter? Parce que quand c'était la fin du shutdown, on est monté d'un seul coup, comme si on avait pricé avant ça une baisse du shutdown, hein. Souvenez-vous, on en avait parlé la semaine dernière. Sauf qu'on ne l'avait jamais pricé, donc ça tombe bien, c'est rassurant parce que le marché est depuis à redégonfler. Là, on a eu au milieu de la semaine Nvidia qui sort ses résultats, des résultats qui sont excellents, hein, et tant mieux pour tout. Tant mieux pour tout, pour l'économie mondiale et pour nous et pour le graphique et pour voilà et pour Nvidia lui-même et pour l'avenir de l'IA. On a d'excellents résultats de la part d'Nvidia, bien qu'ils n'ont pas surplanté les analystes les plus optimistes. Ils nous ont quand même annoncé, ils ont eu un effet d'annonce qui était intéressant. Donc Nvidia a pour objectif que sur le cumul de l'année 2025-2026, ils projettent d'avoir fait, donc 2025, ben là on arrive à la fin de 2025, hein, pour le prochain trimestre, ils projettent un chiffre d'affaires, excusez du peu, de 67 milliards de dollars. Hein. Donc, pour rappel, le déficit de la France, c'est 50 milliards d'euros. Hein. Donc, si Nvidia, le chiffre d'affaires d'Nvidia réglerait le problème de la dette française, quand même, au passage. Donc, c'est pas 3000, on n'a pas 3400 milliards de dettes. oui, mais on a besoin de 50 milliards okay. pour pouvoir clôturer. On a 3 000 milliards de dettes, oui, mais on a besoin de 50 milliards pour être à l'équilibre sur notre budget. Donc, voilà. Et que surtout, sur donc Nvidia, sur l'année 2025-2026, veulent atteindre, enfin, ont pour objectif, hein, c'est ce qui a été communiqué lors du résultat, lors des résultats de mercredi soir. Ils annoncent atteindre, ils espèrent, sur la fin d'année 2026, 500 milliards de chiffre d'affaires, donc cumulés sur cette période de temps-là.
c'est complètement là stratosphérique, quoi. On arrive sur des montants où c'est beaucoup d'effets de communication, hein, bien sûr, mais là, on rentre un petit peu quand même dans quelque chose qui est un petit peu, je trouve, délirant. Alors bon, pourquoi pas, hein, si c'est si important d'avoir Nvidia si haut, ok. En tout cas, ce qui est sûr et qui est surtout très important, c'est qu'Nvidia ne déçoive pas. Et pourquoi c'est si important que Nvidia ne déçoive pas? C'est aussi pour l'impact que ça représente dans l'économie réelle. Hein. Parce qu'en fait, quand on dit que 10% des Américains les plus riches font 50% de la consommation. Vous avez compris que c'est pas parce que les 10% des Américains les plus riches, ils achètent 2 fois plus de pâtes que les autres ou 2 fois plus de frites que les autres. On est d'accord. C'est parce que tout simplement ces Américains-là investissent et font de la dépense dans l'investissement. Et donc, si ils achètent, que ce soit des maisons, des voitures, et des placements, et qu'ils investissent dans des sociétés, ils font tourner l'économie et ils créent, que ce soit ou de l'emploi ou une vision. Et là, Nvidia est complètement le fleuron de l'intelligence artificielle. Et donc, à un moment donné, s'ils arrivent à atteindre leur objectif ou même à les dépasser, c'est très bien, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits pour Nvidia. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand ils annoncent qu'ils vont avoir 500 milliards de chiffre d'affaires entre 2025 et 2026, c'est que pour que eux reçoivent ces commandes-là, il faut bien qu'en face, on ait quelqu'un qui passe commande. Et donc, il faut bien qu'on ait quelqu'un qui dépense cet argent. Et donc, ces mastodontes comme Meta, comme voilà, Google, etc., qui vont dépenser comme ça énormément d'argent chez Nvidia ou du moins dans l'intelligence artificielle, c'est aussi quand même une course à l'endettement. Et bien sûr, c'est face à cette course à l'innovation qu'on est dans cette course à l'endettement, mais on reste quand même dans une course à l'endettement. Et à un moment donné, il va falloir quand même aussi se poser la question. Souvenez-vous, je vous en parlais la semaine dernière. Comment, à un moment, on va faire pour que tout cet investissement ait un retour sur investissement et un rendement? Hein, pour qu'à un moment donné, on puisse avoir du rendement, il va falloir que soit le consommateur paye, soit qu'on trouve vraiment quelque chose qui révolutionne complètement la façon de vivre. Et que donc on soit prêt à payer pour avoir cette révolution et cette façon de vivre qui change. Sauf que pour l'instant, c'est plus chiffré. Souvenez-vous, je vous parlais de la semaine dernière qu'il y avait une étude qui était sympa, qui était sortie, qui disait qu'il faudrait qu'on paye notre abonnement Netflix à plus de 150 dollars par mois. Je crois que c'était 150 dollars pour pouvoir avoir une rentabilité aussi de 10%, comme il était promis par l'IA sur ce type de service. Vous imaginez qui est prêt à payer par mois, bien sûr, qui est prêt à payer 150 dollars par mois un service comme Netflix? Bon, quasiment personne. On était sur des produits Apple à plus de 50 dollars. Qui est prêt à payer pour pouvoir télécharger des applications sur son téléphone plus de 50 dollars par mois? Je pense pas grand monde. Donc, à un moment donné, peut-être il faudrait pas qu'il y ait un retour à la réalité entre ce que l'on a investi et ce que le consommateur est prêt à payer pour avoir le bénéfice de ce que l'on a investi. Soit ça révolutionne vraiment la vie de tout le monde, et là, on va aller chercher, donc bien sûr, parce que ça, c'est des liens faciles hein, qui sont faits entre Netflix et et l'IA, bien sûr que les investissements à coût de centaines de milliards de dollars qui sont faits dans l'IA n'ont pas pour objectif de produire un service comme Netflix ou de nous produire à nous un chat GPT avec qui on va juste discuter ou trouver des informations, parce que ça, c'est pas ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est est-ce qu'on va pouvoir être plus intelligent sur certaines opérations, soigner certaines maladies, faire avancer la science, faire avancer des choses comme ça. C'est ça le réel intérêt. Hein. Bien sûr que du coup,
l'enjeu n'est pas le même, mais en tout cas, il va falloir qu'à un moment donné, on ait un retour sur investissement de ces enjeux. Soit ça nous permet, par exemple, d'avoir, je vous dis n'importe quoi, un médicament miracle qui vient soigner une maladie que jusqu'à maintenant on n'arrivait pas à soigner, par exemple. Soit si au final c'est juste pour avoir un robot qui nous parle, je ne suis pas sûr que on rentrera dans nos fonds, quoi. Donc, cet esprit, cette idée qui se met en place, tout ça pour dire que cette idée, c'est aussi ça l'idée du risk-off. Pourquoi, par exemple? Parce qu'on a une société comme Oracle qui fait face à une pression de CDS. Les CDS, c'est quoi? C'est le Credit Default Swap. Le swap de crédit, c'est quand on prend une assurance pour se protéger contre le défaut de paiement, en fait, hein, d'une société. Et donc, Oracle, qui est quand même une très grosse boîte d'intelligence artificielle et d'informatique, qui peut-être vous connaissez pas, mais bon, si quand même, vous avez déjà dû voir au moins en publicité cette marque, Oracle. C'est une crainte de la part des investisseurs qui ont finalement peur de l'impact de la dette sur ces résultats et qui du coup se couvrent avec des CDS, des crédits défaut swap, et donc qui préfèrent payer cher une assurance sur le crédit qui propose donc à Oracle pour se protéger d'un défaut de paiement. Et donc, on a un défaut de paiement, une protection sur les défauts de paiement pour une société comme Oracle qui, par exemple, explose, c'est-à-dire c'est pas que c'est explose pas dans le sens que personne ne peut se l'offrir, mais explose en valeur. Et certains, si elle explose en valeur, c'est que certains sont prêts à la payer. Donc, ça vient rajouter une pièce dans la machine du risk-off. On est vraiment, à un moment donné, rattrapé par la macro. On est sur un marché qui commence à se dire, attention, on a finalement un emploi qui se dégrade. On n'a pas une inflation qui baisse tant que ça, même si au début, on était plutôt dans le tout beau, tout rose en disant, ben, c'est génial, on a des droits de douane, mais on n'a pas l'inflation qui monte. Bon, ben maintenant, on commence à se dire, bah, OK, on n'a pas l'inflation qui monte, mais elle est toujours élevée. On est toujours loin du target. Par contre, l'emploi se dégrade. Avant, on n'avait pas l'inflation qui montait, mais on avait au moins l'emploi qui restait stable. Maintenant, l'emploi se dégrade. Si l'emploi se dégrade et que l'inflation reste la même, bon, ben, on n'est pas sur un bon cocktail. Si en plus de ça, on a un ralentissement économique, et de toute façon, si l'emploi se dégrade, ben, forcément, on va avoir un ralentissement économique. Si on a ralentissement économique et inflation, on est en stagflation, c'est pas du tout bon parce que on est dans une période, on peut rentrer dans une période de récession cette année aux États-Unis, vous le savez, ça inquiète. Et si le shutdown, on a le conseiller économique de la Maison Blanche qui nous dit attention, le shutdown a eu un impact négatif bien plus important qu'attendu. Ce sont ces mots, hein, je reprends mot pour mot ces mots, bien plus important qu'attendu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir encore un PIB négatif aux États-Unis 2 fois dans l'année? Et est-ce que on peut rentrer potentiellement dans une phase donc de récession ou une année qui soit plutôt négative ou à zéro au niveau du PIB américain, et donc on aurait une année entière avec un PIB qui serait décevant, mais une inflation à 3% ou 3,2%. Et donc, si on a de l'inflation mais on n'a pas de croissance, là, ça commence à devenir dangereux. Et si les seuls outils de croissance, c'est l'endettement pour l'investissement sur l'IA, alors en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, on a un grand arbre de consommation, mais derrière, on n'a plus rien, quoi. On a le champ, il est sec, en fait. Donc là, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt, c'est l'arbre qui cache le désert, en fait. On a un arbre, c'est l'IA, c'est Nvidia, et derrière, il n'y a plus rien qui pousse parce qu'il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de dépenses. Et si vous regardez un petit peu alors, c'est pas ce qu'il faut, hein. Je dis pas que c'est le cas actuellement et je veux pas que ça le soit, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est cette crainte qui commence à apparaître. Et si on va, normalement ici, des fois, je dois l'avoir parce que on le tape. Si on regarde, tiens, on va taper, hop, l'évolution. Regardez, bon, forcément, hein, l'évolution de Netflix. Si on prend toutes ces sociétés-là qui sont un peu côté, notamment Microsoft. Regardez Microsoft, depuis le 28 octobre, est le plus haut du marché. Il a perdu
552, 472. Donc on est à 80 points. Ah, il a perdu 15% de sa valeur. Regardez. Il a perdu 15% de sa valeur. D'accord, 14,5. Donc là, on est vraiment sur un marché qui corrige. Si on n'avait pas Nvidia au milieu, on aurait vraiment un marché qui rentre en phase de correction. Hein. Et quel peut être le potentiel? Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Pourquoi le marché peut-il continuer de baisser sans que ce soit un risque? Ou est-ce que ce deviendrait un risque si on continuait de baisser? Ben, la vraie réponse, c'est quoi? C'est que quand on a pris ici le point bas de l'année à 16 460, excusez-moi, mais regardez, ici, regardez retenez cette droite 22 110, hein, et on a démarré l'année, on était ici vers le 2 janvier, on était là vers les 21 000 en gros, on est quand même allé taper les 16 460. Si on finit l'année vers les 21 000, finalement, hein, on est en hausse. On est en hausse par rapport au plus bas, ou même si on finit vers les 23 000 ou les 22 100, ben, vous savez, est-ce que finalement, alors, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de ça. Parce que si le marché n'est pas rassuré, ça craint. C'est ça qu'ils ont quand le marché n'est pas rassuré. Si le marché n'est pas rassuré, oui, ça peut être une forme de crainte. Et deuxièmement, ça peut être quoi? C'est que si le marché n'est pas rassuré, il peut se dire quoi? Bon, le rallye haussier, il est terminé. Et moi, regardez, vous êtes gérant de fonds. Vous avez démarré l'année, vous étiez à 21 000. Vous êtes descendu à 16 500. Vous avez réussi à rentrer peu importe quand. Vous avez pris une grosse poussée haussière, là, comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il vous reste, regardez, ça c'est les gaps. Regardez là, on a un gap ici, un gap de week-end ici. Là, non, je vais vous le mettre là plutôt. On a un gap de week-end ici. On a un gap de week-end ici. Et on en a un autre ici, là. Vous voyez, entre la bougie rouge là et l'ouverture du vendredi, elle était là. Le décalage d'une bougie sur l'autre, là, des fois, il y en avait un quatrième. Je ne saurais plus où le trouver maintenant. Bon, en tout cas, là, déjà, on en a trois. Un ici, qui sont arrivés, donc deux en peu de temps, hein, finalement. Un ici, qui date du mois de mai, et on devait en avoir un par là, il me semble, qui remontait assez fortement. Donc, bon, bref. Donc, là, on a rattrapé d'abord premier gap de week-end. Maintenant, on vient de rattraper le deuxième gap ici. Vous voyez, on n'est pas loin des 24 000 points, 24 300. Quand on est venu toucher ici, on a rebondi. Pourquoi on a rebondi? Le 23,60 Fibonacci. Quel peut être le target? On le sait, Fibonacci marche pas mal. Vous voyez ici 22 464, on est au 38,20 de Fibonacci. Et 21 292, on est au 50% de Fibonacci. Les 61, j'y crois pas vraiment, peut-être en touchette et en rebond sur la fin de l'année, mais franchement, j'y crois pas. En tout cas, si on devait venir au 38,20 ici à 22 464, regardez le 22 464, il n'est pas si loin de ce, quand je vous disais retenez le 22 110, pour moi-même, on peut aller le chercher. Le 463 ici, c'est la S3M du mois donc de novembre. Et on peut peut-être l'avoir sur le mois de décembre. Si on finit l'année entre 22 004 et 22 100, est-ce que ça aura été pour... Vous êtes gestionnaire de fonds. Vous vous dites, je regarde le graphique ici, je me dis, le graphique, ça y est, il rentre dans une phase de correction. On est d'accord. Il a réavalé tous ces gaps de week-end, là, les deux derniers gaps de week-end. Il a rebondi, donc comme on vient de le voir, il a rebondi sur cette phase-là, qui était le gap. Ça, cette grosse bougie rouge, c'est quand Trump, il avait tweeté, vous savez qu'il n'était pas content avec la Chine et que dans le week-end, ils se sont réconciliés. Hop, on est remonté là et on est allé chercher le plus haut de tous les temps. OK? Donc, derrière, on rattrape le gap, on revient, on essaye de rebondir, on bute, on redescend. Maintenant, on retouche le même gap. On essaye de rebondir puisqu'on finit à 24 350. On va retracer. Vous êtes gérant de fonds. Vous vous dites, il me reste un mois avant la fin d'année. J'ai connu au tout début de l'année, au mois d'avril, un marché où on était au mois d'avril à, regardez, 16
460. On était le 4 avril. OK? Tu te dis, est-ce que si je clôture maintenant, finalement, je fais une bonne année? Ben oui. Quand j'étais là au mois d'avril, là, ou même au mois de mars, ici, là, d'accord? Finalement, mon année, elle était mal partie. Hein. Elle n'était pas partie pour être haussière cette année. Hein. Regardez ça. Et là, souvenez-vous, on était chez Sylvain à côté cave. Élection de Trump, c'était vers le mois de novembre-décembre. Le marché ne faisait que monter. On venait de faire un record, 22 000 et quelques. Derrière, bon, on a une phase un peu plus de range. Et là, broum, regardez comme il se met à décrocher le marché. Broum, ici. OK? Une fois, deux fois. C'était en 2 étapes. Bim, bim. OK? Donc, là, finalement, quand il a commencé à décrocher ici, là, et qu'il vient casser le 20 000, il descend, il fait 19 000, il essaye de rebondir, il avorte la tentative. Il retouche le 20 000 et là, boum, il tombe. Quand vous décrochez de 20 000 alors que vous arrivez de 22 000, vous venez de perdre 10%. On est d'accord? Est-ce que vous vous dites, bah tiens, on est le 24 février, ça va être une bonne année? Non. Vous vous dites, ça va être une année pourrie. Bon, ben, 6 mois plus tard ou 10 mois plus tard, on est même pas, oui, 6 mois plus tard, puisque ça c'est donc en avril. 6 mois plus tard, on est là en octobre, on est à 26 000. Vous vous dites, attends, je ne vais pas me gâcher mon année. Si j'encaisse maintenant, j'ai fait une bonne année. J'ai fait une bonne année. Le marché, pourquoi il irait faire un rallye haussier, hormis qu'il a pour habitude de le faire? Bon, ben ok, il a pour habitude de le faire, mais toutes les habitudes ne sont pas bonnes à garder, hein, on va dire. Mais qu'est-ce que j'ai techniquement qui me donne envie de maintenir ma position là? Rien. Voilà, rien. Je me dis, c'est le moment d'encaisser. C'est pas comme si on était comme ça avec juste une petite phase de retracement au milieu et où on sortait du canal et où je me dirais bon de toute façon sur l'année on n'a pas été j'ai un bon prix etc. Là on peut se dire qu'est-ce que je peux aller chercher d'ici la fin d'année, revenir à 26 300. Pourquoi en fait, sur quelle information? Il faudrait vraiment qu'on ait une surprise, un effet d'annonce, ok? Et non, Nicolas, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, pour moi, Nvidia, il ne peut pas tenir seul la baraque. Et donc, en fait, là, c'est tout simplement ce qu'ils sont en train de se dire. Pour moi, du moins, les gestionnaires de fonds se disent ça. Bah, Nvidia, on le voit, il ne peut pas tenir seul la baraque. Et comment on le voit? On le voit là. On le voit jeudi. Jeudi, regardez, hop, on a les résultats d'Nvidia qui tombent. Bon, jeudi, déjà, on est plutôt sur une journée. Ah non, ça c'était octobre, merde. Je suis con. 200 points, je crois qu'il avait pris. Regardez, jeudi, on est là. On a les résultats de Nvidia qui tombent. Donc, on monte, on bloque sur le pivot S, on essaye, mais à l'ouverture, on essaye de démarrer. On tape les 300, regardez, 310. Et là, derrière, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça baisse pendant 6 heures, 7 heures d'affilée. Là, derrière, il n'y a pas eu et sans bougie d'inversion, hein, que des Q plats. Là, il n'y a plus de. C'est tombé, poum, 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 poum. Voilà. Et ce n'est pas des effets d'annonce. C'est tombé parce qu'à un moment donné, Nvidia ne peut pas tenir seul la baraque. Voilà, il ne peut pas tenir seul. Et donc, on essaye, on touche le plus bas. Bah tiens, on touche le plus bas de où? On touche ce fameux plus bas là de quand Trump avait tweeté contre la Chine. On essaye de rebondir un petit peu. 24 500, on bloque et on retombe. Ah, ben tiens, on bloque où? Finalement, on bloque sur la phase ici. Regardez, hop, on va faire comme ça, c'est plus sympa des fois. Sur la phase ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, mais sur la phase ici, qui était la phase de finalement, vous voyez, qui avait retenu la baisse presque dans l'attente de Nvidia, en fait. Vous voyez? Là, on était dans l'attente d'Nvidia. Nvidia sort, pouf, on explose. OK? On n'arrive pas à percer le plus haut d'à côté. Et là, pouf, on retombe. Double top, poum. Ah, là, c'est assez évident. Hein. Attendez, mon écran, c'est premier top, deuxième top, et poum. Vous voyez? Double top, et poum. Donc là, on peut, pour moi, refaire. Là, hop, on rebondit donc du coup au même endroit que la zone donc, du 10 octobre. On peut refaire premier top,
deuxième top, et boum. Voilà, pourquoi pas, mince. Pourquoi pas. Je veux dire, premier top, deuxième top, et boum. OK. Parce que il y a largement de quoi. Voilà. Et si on finit l'année même à 22 400, 22 500, une fois de plus, il n'y aura pas du tout mort d'homme, en fait. Il n'y aura pas du tout d'inquiétude à avoir, honnêtement. Il y aura zéro inquiétude. Zéro. Parce qu'on finira quand même l'année presque 10% au-dessus du début d'année et et on finira l'année finalement sur les plus hauts de quand on arrivait à ici là, vous voyez, de l'élection de Trump, 18 décembre, vous voyez. Donc si on revient sur cette zone-là, c'est pas mal pour la fin de l'année. Est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas avoir un marché plutôt qu'un rallye aussi en fin d'année, plutôt baissier en fin d'année? Ça serait bien. Ça serait bien. Maintenant, historiquement, ça serait bien. Bien, je m'entends, hein, moi, j'ai aucun intérêt. Hein, mais historiquement, le marché en fin d'année est plutôt sur des rallyes haussiers. Maintenant, j'ai du mal à voir des raisons pour lesquelles il pourrait. Donc, le seul quid et la seule réelle question, la seule chose qui peut sauver le soldat Nasdaq, elle est là et elle est ici. Elle est dans ce graphique de la Fed et dans cette tentative de la Fed. Bien sûr que si le 10 décembre, on a une Fed qui baisse les taux, on va avoir un effet de rallye haussier sur la fin de l'année. Pourquoi? Parce que, en fait, on revient un petit peu à la question de Nicolas et à ce que je disais sur Nvidia. Pourquoi? Parce que pour que Nvidia puisse tenir le cap, il faut qu'en face, on ait des gens qui passent commande. Pour que ces gens puissent continuer à passer commande, il faut qu'ils s'endettent pour pouvoir faire de l'innovation. Et si ils peuvent s'endetter de moins en moins cher, ce sera rassurant pour l'économie américaine et pour le dopage de l'économie américaine et pour potentiellement essayer d'aller chercher un PIB. Exactement. Comme c'est monté sur du flanc, ça permettrait d'avoir un cours un peu plus crédible, en fait. Hein. C'est monté sur des effets d'annonce de Trump, en fait, finalement, plus qu'autre chose, hein, parce que on n'avait pas une économie. Enfin, souvenez-vous, hein, toute l'année, on a dit on a une économie américaine en potentielle récession, on a peur de la récession et on montait. Vous vous souvenez quand même, hein. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Donc, ils ont été forts. Maintenant, il est temps d'encaisser, en fait. Il est temps d'encaisser les gains pour se les assurer avant de se les gâcher, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, tu essayes de te dire, OK, c'est le moment où je passe à la caisse, je prends les gains et l'année prochaine, on verra. Et si, en fait, finalement, on a un petit peu avancé la fin d'année. Selon moi, du moins, on a avancé la fin d'année. Parce que si j'étais gérant de fonds, je me dirais, écoute, tu sais quoi, on va encaisser un maximum maintenant. Le 10 décembre, on voit ce qu'il dit tonton Powell. Si tonton Powell lui remet une pièce dans la machine, on y retournera. On s'en fout. Par contre, d'ici le 10, au moins, on est prudent. On s'en va sur de l'obligataire, on s'en va sur du VIX et on couvre nos arrières, quoi. Voilà. On est vraiment sur cet effet-là et ça se traduit dans tout ce qu'on regarde. Hein. Ça se traduit là-dedans parce qu'on a un marché qui atteint une baisse de taux mais qui ne monte pas. Ça se traduit dans le VIX parce qu'on a un VIX en hausse. Hein, on voit bien, on a un VIX là qui est complètement sur une forme de coupole, hein, comment on appelle ça là, les cup and handle là, bullish, hein, donc on a vraiment une forme de coupe et de poignée là pour qu'ils rebondissent vers le haut et de tasse, voilà, pardon, de tasse vers le haut. Et après, on a surtout le 10 ans américain qui lui, est sur qui lui est sur un marché qui se tasse petit à petit, qui descend vers les 4% et qui donc du coup est sur cet effet baissier parce qu'on a de la demande, on a de l'offre face à ce taux obligataire. On a pas mal de monde qui a envie de prêter de l'argent plutôt que de rester sur les titres
sur les actifs à risque. Et regardez, hein, si on prend les actifs à risque, hein, le plus gros des actifs à risque, ça reste lui. Hein. Ça reste lui. Et si vous regardez sur 5 jours, bah, ça fait un peu peur. Hein. Voilà. Donc, et si vous regardez sur un mois, ça fait encore plus peur. Et si vous regardez sur 6 mois, ça fait encore plus peur. Donc, voilà. Okay. Donc là, on est vraiment dans un risk-off. On se protège du risque et avant la fin d'année, avant la décision de la Fed. Et si la Fed ne baisse pas ses taux, on va avoir un vrai questionnement dans ce marché, dans cette économie américaine, de se dire qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que va être la suite au niveau économique si à un moment donné, on ne redonne pas du pouvoir d'achat à ceux qui en ont de moins en moins. Voilà. J'espère que c'était clair. Donc, en même temps, on a fait un peu d'analyse graphique, hein, donc on va le regarder vite fait. Mais tout simplement, 23 900, on l'a vu, c'était le plus bas c'est le plus bas du mois. Hein, le plus bas du mois précédent, c'était 24 150. Donc pour moi, vous voyez que, tiens, en plus, c'est sympa de le regarder comme ça, parce que regardez quand même, cette droite-là, ce canal-là, vert, qui monte, ça fait, je ne sais même pas si ça fait pas plus d'1 an qu'on l'a tracé. Souvenez-vous. Regardez comme quand mercredi soir, on est venu. Mercredi soir, il est venu, regardez, pile ici, le chercher. Hein, et quand il l'a presque touché, donc, parce que bon, il faudrait qu'on le réoriente du coup un petit peu. Et c'est là où, donc, il a fait son plus bas. OK. Et après, on a eu l'effet de Riverside, donc de retournement sur la journée. Et quid de ce que l'on peut faire pour la semaine à venir. Je pense que cet effet-là, un petit peu de résistance sur les 24 000, va continuer pour lundi. Hein, je le vois mal dès demain percer le 24 000, honnêtement, parce que pourquoi? Parce qu'on l'a vu là, on a tenté quand même plutôt un rebond vers les 24 500. On peut essayer d'aller chercher voilà, le plus bas de la semaine précédente, réintégrer un petit peu justement cet oblique, là, ce canal hein, que l'on a réussi à percer par le bas. Et hop, on l'a réintégré, on est revenu dessus. Donc là, on peut essayer, je pense, d'ici demain, à revenir, pourquoi pas, vers les 24 650, là. Mais ça va pas durer, on va le toucher peut-être en séance et retomber plutôt vers les 24 400. Mardi, je pense qu'on devrait revenir tester la zone des 24 000. Mercredi, pourquoi mardi venir tester la zone des 24 000? Parce que mercredi sort l'élément décisif et soit en fait on vient percer les 24 000 mercredi et donc on aura fait une tentative ici sur le 24 000, une autre le mardi et donc le mercredi, bam, on sera au troisième passage au moment du PCE, soit on sera sur un troisième passage en haut, là, ici, vers le 24 500 pour venir le casser au moment du PCE, en fait, pour essayer soit tout simplement, comme je vous disais, en gros, de créer ici un top, hop, double top, et mercredi, on perce, ou, comme je vous dis tout le temps, dans tout M, il y a un potentiel W, et donc, potentiellement, on peut faire ça aussi, et mercredi, pouf, péter, parce qu'avec un beau W, on aura eu cet effet de potentiel double top. OK. Voilà. C'est quoi le plus bas de la semaine précédente, s'il te plaît? Plus bas de la semaine précédente, c'est ici 24 626. Tiens, méthode 25, les gars. 24 626. C'est fou. Le plus bas du mois, 23 904,50. Tiens, méthode 25. Donc voilà. Donc, on va se mettre ça. Hop, pour lundi, mardi, on devrait. Donc lundi, moi je pense essayer d'aller titiller, on va dire, le 24 600, donc 26, on a dit 625.
on avait mis d'ailleurs qu'on n'achetait pas de 500 à combien? Je vais te le dire. On avait marqué. De, 475 à 520, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. De 25 475 à 25 520 et aussi entre 25 250 et 25 Non, 350. mais 25, pas 24. 24, on n'y était pas allé alors. D'accord. Non, Tac, tac, tac. Non, j'avais mis 24 rebond jusqu'à. J'avais mis seconde zone de rebond sur baissier jusqu'à 24 500, 24 650. Quand même, ok, on a fait 24 600 pile. Voilà. Donc, ok. Ok. Donc ça, ben, on va pouvoir se le remettre. Hein. Donc je pense que lundi, hop, on va mettre donc lundi autour de la droite, je vais mettre canal haussier 24 400, 24 150 en range. Tentative sur 25 600. Mardi, ben, même combat. Hein. Retour. Tentative donc ou le 24 600, si on ne l'a pas testé le lundi, on ira peut-être le tester mardi. Et à l'inverse, si on l'a testé lundi, ben, on ira tester le point bas mardi, en fait. C'est ou l'un ou l'autre, quoi. Voilà. Donc, retour tentative ou 24 600 ou 24 150, 24. OK. Mercredi, soit double top pour... Donc, si on fait le double top, ben, je viens de le regarder. On pourra se donner au moins comme objectif est-ce que si on peut faire ouais, ça fait beaucoup quand même. Ah, de toute façon 23 600 là on pourra les avoir hein. En plus il y a le PC au corps avec. Ah, c'est pour ça. Ah, mais je me disais même 23 000, tu vois. On l'avait marqué. Parce que la zone elle est là. Hein. La zone, elle est là. De toute façon, on le voit clairement. Ok, c'est évident. S'il descend, c'est cette zone qui vient chercher dans les quelques jours qui arrivent. D'accord, on est d'accord. 23 625. Rebond 5 étoiles, on avait marqué. Ben voilà, ben donc 23 600. Voilà, ben 23 600 sur le PCE. Donc ça, on va se le mettre. Voilà, 23 600. Minimum, hein, de toute façon. Mercredi, soit double top pour direction 23 600, 23 500 même, potentiellement, honnêtement. Hein. 575 peut-être. Quoique, bah, il me semble presque un peu au milieu de nulle part le 500, c'est ça qui est bizarre. Bon, quoique, ici, là, on a une petite mèche. Et puis là, on a une phase de stagnation, hein, non, 23 500. Et soit W pour 24, du coup, 600 en cassure. Retour sur forcément, retour sur 25 000. Hein. 25 000 là, 180. Ça fait quoi ça si on fait ça? Ah mince. Hop. Calcul. Ouais, ça fait un peu beaucoup. « 24 500, ouais, mais ah oui, mais j'ai dit le top ce sera 24 500. Donc, il faut au moins qu'on aille 800. 800 minimum, hein, 860 là, minimum. 888, c'était. Si on fait 24 bon 800 divisé par 3%, ça nous fait prendre. Ouais, c'est ça, 24 000. 24 800, allez, on va se mettre. En tout cas, on target ici. Qu'est-ce que tu dis? Le 24 888, c'était un bon point. 888? Ouais.
C'était le plus haut d'une semaine précédente ou le plus bas d'une semaine précédente. Je m'en souviens, on en avait Ah, mais parlé ça avec fait haut. Maurice. Ça fait Haut haut, de la quoi. semaine précédente, 24 Parce que regarde, ça nous fait que bon, après tu me diras, ça dépend. Si on est vers les 175 là, Voilà, ça dépend où on est. 24 880 divisé par 8, 475, bon, ça fait 3%. Ouais, c'est ça. Ouais. On va pouvoir mettre ça, 24 800, 24 900. De toute façon, honnêtement pour moi, le W, il ne doit pas revenir chercher ça. Il doit Il aller doit, au-delà. ah non, il Oui. ne doit pas y arriver, justement. Ah, il doit pas y Il arriver. ne doit pas y arriver. D'accord. Il ne doit pas y arriver parce qu'il ne peut pas réavaler le gap. Parce qu'on n'est pas dans une phase de marché où les dominants sont ceux qui peuvent indéfiniment être acheteurs, quoi, honnêtement. D'accord. Hein. Donc pour moi, on va Le second bras, retracer. il serait moins long. Exactement. Il faut que, D'accord. notre W il soit plus bas que celui-ci, quelque part, tu vois. D'accord. Que 25 le 000 double alors, top. maxi. Que le double top. Donc c'est pour ça D'accord. que c'est pour moi 25 000 maxi. Et D'accord. même en dessous, 24 800, c'est pas mal. 880, 860, c'est pas mal. Ok. Et ce qui voudrait dire qu'on aurait eu quelque part, regardez, ce W-là, comme ça, hop, là, tac, qui a pas réussi en fait. Hein. Celui-ci, en fait, regardez, tous, ils sont plus bas que les autres, en fait. Hein, bon, même s'ils sont bien étalés, là, ils ne sont pas bien clairs. Ils sont tous plus bas que les autres. Ils tentent, mais ils sont tous plus bas. Et donc, nous, il faudrait qu'on arrive à faire ça, tac, et là, boum. Voilà, en gros. On ferait ça, hop, 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 hop. Voilà, on est une tentative, comme ici, quelque part. Ici, on voit bien qu'ils l'ont fait. Et ils ont tenté là, de le casser. Hein, quand ils ont cassé là, on est d'accord qu'ils ont fait tac, 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 mais que sur le double top, ils se sont échoués. Et donc là, quelque part, nous, il faudrait qu'ils fassent comme ça et que ici, ils échouent. Voilà. Ok. Ici, pourquoi? Parce que on voit bien que c'est l'intérieur de celui d'avant. Donc bon, voilà. Ou pire, qu'on fasse vraiment le côté double top comme ça. Et là, ce sera plus dur quand même pour le marché. Ça voudrait dire qu'on le retrouve bien plus bas. Voilà. On est sur une vraie pression baissière, mais ce n'est pas une pression baissière parce que les vendeurs sont plus présents en ce moment. C'est pour moi cohérent. On n'est pas dans de la panique non plus, mais on est dans vraiment voilà, quelque chose qui s'instaure calmement. On vient mettre en place un petit peu ces billes là où il faut pour essayer de prendre une risque off, c'est de l'aversion au risque. Hein, donc, c'est vraiment de se reculer par rapport au risque et se dire, de toute façon, là où on est maintenant, j'ai le temps avant de re-rentrer, en fait. J'ai pas de frustration, même si d'un seul coup, regardez, même si, j'ai pas mis du mot, même si d'un seul coup, le marché se met à rebondir quelque part, hein, imaginons, il nous fait ça ici, pam, pam, et là le PCE sort et il a envie de rebondir, j'ai le temps. Hein. Si je rentre là, regardez, si je rentre par ici, même au-dessus, vers les 25 400, j'ai 1000 points. Hein. Donc j'ai le temps. Hein. J'ai rien qui presse, quoi, quelque part. Vous voyez, on est loin d'avoir, on n'a pas fait, c'est pas une goutte, en fait. Hein. C'est ça qui est rassurant, c'est que c'est pas une goutte comme ça. Hein. C'est pas un effet de panique sur le marché comme on a eu là, où et on tire une chasse d'eau et on perd les 2000 points ou 1500 points comme ça en quelques heures. Là, regardez comme comme on met du temps à perdre, c'est simple. De là à là, il y a 4 heures de temps. Hein, pour la même zone, ici, regardez, on est passé le 6 novembre, 16 heures, jusqu'à, on n'est même pas allé aussi bas, jusqu'à ici, même pas, pour arriver aussi bas, on est là, on est ici le 20 novembre. Donc on a mis du 6 novembre au 20 novembre.
Donc, ça veut dire qu'on rebondit, on revient, on rebondit, on revient, on teste bien les zones. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que c'est positif pour le marché. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Parce que dites-vous que si on veut, à un moment donné, pouvoir réattaquer les sommets, on les réattaquera. Hein. L'économie, elle est faite pour grossir, toujours grossir. Donc, on va les réattaquer, bien sûr. Mais à un moment donné, si on veut les attaquer sans être dans quelque chose comme ça, qui est complètement, à un moment donné, un petit peu aussi, voilà, loufoque, hein, quand on est là-dedans, excusez-moi, quoi, on se connecte, on clique et on attend. Enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas du trading, quoi, quelque part. Ok, voilà. Ça, c'est pas du trading. Là, au moins, on va corriger et après, on aura le temps de remonter. Et là, c'est qu'en 1 heure. Si je vous mets du daily, hop, voilà. Quand on est là-dedans, ok, ce que c'est, ce qu'on trade, quoi. Voilà. Là, souvenez-vous, on l'avait regardé la dernière fois, je crois qu'il y avait eu 17 bougies bleues d'affilée sans avoir une bougie, même pas 17 cubes là, ok, en daily. Donc bon, là au moins, on peut revenir sur des zones intéressantes pour après, vous voyez, si on doit rester dans des zones comme ça, ok, et après réattaquer, mais de manière saine. Donc voilà, bon bah écoutez, si c'est ok pour tout le monde, je ne sais pas s'il y a des questions, mais dites-moi. Et voilà. Donc voilà, le target, ça sera mercredi. Jeudi, vendredi, moi, je ne traderai pas. Donc, je vous conseille honnêtement de profiter de votre férié. C'est férié, ben, c'est férié, hein, c'est comme ça. Il faut en profiter, il faut souffler, il faut se reposer. Férié, c'est fait pour. Et donc, une semaine à 3 jours et demi. Non, à 3 jours. Le demi de vendredi, tu le fais pas. Tu n'as pas besoin. D'accord. Bah, tu t'en fous. À part te trouver dans. Enfin, tu le feras quand même, je te connais, mais. Voilà. Ah ouais. On va mettre quoi? Voilà. Oh, mais c'est cool. Super. Pour le graphe, juste les pour PB de volatilité. Chez Rhythmic, je pense que oui, je pense que oui, ce sera encore présent. Visiblement, ils ont des problèmes de flux quand il y a trop de volatilité. Je sais pas, ça c'est le problème des flux pas chers. Moi, j'ai aucun problème sur ProRealTime, honnêtement. C'est comme ça que je me rends compte que le flux n'est pas bon sur Rhythmic. Après, dites-vous un truc, hein, c'est que si ça doit vous payer, ça vous payera. C'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, vous êtes exécuté, alors que pour vous, le graphe est beaucoup plus haut. Et donc, vous avez l'impression que vous n'êtes pas exécuté au bon endroit, mais vous êtes exécuté. C'est-à-dire que vous voyez la bougie ici, alors que le prix réel du marché, il est là. Et donc, si vous avez mis votre ordre là, quand le marché, vous allez le mettre, ça va vous dire ordre exécuté, ça vous sortira en gain. Sauf que si vous faites plus 5, ça vous payera. Si vous ne faites pas les plus 5, ça ne vous payera pas, bien sûr. Sauf que vous, comme la bougie, elle est ici, vous avez quand ça rentre en position, le logiciel Ninja, il vous dit que vous êtes gagnant de, par exemple, plus 30 points. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas gagnant de 30 points. Vous êtes en position et peut-être gagnant de 1 point ou de moins 1 point. Voilà. Ouais. Et vous faites fermer, et quand vous faites fermer, ben, ça vous met perdant ou gagnant des points que vous aviez réellement. Mais lui, sur le graphe, il vous met plus 30. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, ne paniquez pas. Et dites-vous que s'il fait le plus 5, il vous payera. Parce que par contre, même s'il y a écrit plus 30 sur votre machine en haut, si vous faites le plus 5, le trait vert, il l'a, donc il va l'encaisser. Il va l'encaisser avec plus 100 sur le compte. Hein. Il vous mettra vos 100 balles. Il faut juste vous dire, voilà, j'applique la méthode et j'attends. C'est tout. Il vous payera vos 100 balles. Mais c'est parce que la bougie que vous voyez, elle vous indique un prix qui n'est pas le prix réel du marché. Donc, soit vous déconnectez, reconnectez, et soit c'est dur à savoir comment faire pour vous aider. Moi, j'ai ProRealTime. Alors, je vois que la bougie, elle est décalée
par rapport au prix du marché réel. Je crois que vous pouvez regarder sur le côté. Vous savez, sur Ninja, attends, je vais vous le mettre comme ça. Non, je ne peux pas vous le mettre en plus, je crois. On va voir, je vais essayer. Parce que on va pas l'avoir, je pense, mais c'est pas grave. Souvent, quand ça commence, souvent ça le fait. À l'ouverture. Que... Là, ici, vous avez le prix là. Vous allez voir que normalement, si je dis pas de conneries, ce prix-là qui bouge ne sera pas le même que la bougie. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir la bougie, par exemple, ici à 24 090, d'accord? Mais le prix qui est affiché là, peut-être, ce sera 24 040. D'accord. J'avais pas fait gaffe, je ferai gaffe à ça. Celui-là, normalement, il est bon. D'accord. Ok. Voilà. Ah, bah tiens, il se connectait en plus. Ok. Je pense pas qu'il se connecterait. Parce que... Voilà. Donc, faites attention à ça. Exactement. Si ta bougie n'est pas le même que le prix que tu as ici, ben c'est que tu as un décalage entre le prix du marché et ce que toi, tu vois sur ton graphe. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il te faut faire, c'est déconnecter, reconnecter ou te dire, c'est pas grave. Si je rentre en position ici, par exemple, sous le palier, je serai payé au palier. Si mon trade est gagnant, je serai payé. Voilà. C'est pas grave ça. Si ton trade il est gagnant, il est gagnant. Ok. Voilou. Ok, super. C'est ça. Et oui, aussi, souvent, ici, le minuteur, il s'arrête. Sur la nouvelle bougie, il n'y est pas. Ça aussi, ça peut vous donner une indication de vous dire que la bougie que vous voyez, ce n'est pas le cours réel. Bon, voilà. Super. Allez, bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ah ouais, elle doit se filmer la fin. Ouais. Merde. Eh bien, Alison, bon tournage. T'as capté pour les vidéos. Ciao, ciao. Ciao.